Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo, 26 minutes pour parcourir l'actualité de l'Assemblée et du Sénat en votre compagnie, Brigitte. Bonjour Tam. Bonjour Brigitte, on va s'intéresser au temps fort de la semaine marqué par le début de l'examen de la réforme des retraites dans l'hémicycle de l'Assemblée, un débat embourbé, une ambiance électrique. Et notre invité pour parler de tout ça est aujourd'hui Aurélien Pradier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député LR du Lot et Brigitte a retrouvé votre carte d'identité. Bonjour Aurélien Pradier, vous êtes né à Cahors, député à 31 ans, secrétaire général du Parti Les Républicains à 33 ans. Votre ascension est fulgurante. Homme de droite, vous êtes un amoureux de Jacques Chirac avec qui vous partagez un combat commun sur les questions de handicap. Vous avez aussi fait voter une proposition de loi contre les violences conjugales. Très attaché à votre terroir, vous vantez l'amique et le pastis, deux spécialités lotoises. Mettez-le-Brise de Nice, dès que vous le pouvez, vous filez au Cap Ferré pour aller surfer. Le surf, c'est ce qui vous permet de rester un peu en équilibre dans ce monde politique. C'est surtout ce qui me permet de me confronter aux éléments et à me rappeler à toute l'humilité qu'on peut avoir dans ces situations. Allez, on commence avec les titres de cette émission. Et à l'Assemblée, la gauche de la gauche joue l'obstruction sur le projet de loi retraite. Entre suspension de séance et rappel au règlement, le débat est enlisé. Il pourrait mener à un 49-3. La CGT a quitté mardi la table de la conférence de financement. Aucun accord n'a été trouvé entre la CFDT et le MEDEF, dont les positions s'éloignent. Les syndicats contestataires réfléchissent à une conférence parallèle. Elisabeth Borne auditionnée au Sénat sur l'avenir de la filière nucléaire alors que Fessenheim ferme son premier réacteur. La ministre entend poursuivre le développement ordonné de l'éolien. Et on commence tout de suite avec la guérilla parlementaire autour des retraites. Le débat sur les retraites enlisé à l'Assemblée, les Insoumis et les communistes multiplient les amendements et les sous-amendements pour freiner la discussion. Le patron des marcheurs, Gilles Legendre, parle de sabotage parlementaire, une obstruction qui pourrait mener à l'utilisation du 49.3. Compte rendu des débats avec Elsa Mondingava. Jeudi après-midi, Richard Ferrand commence la séance par une mise au point. À ce rythme, 1643 heures de séance seront nécessaires pour terminer la seule loi ordinaire, soit si l'Assemblée siège du lundi au dimanche soir, en respectant les heures réglementaires de séance, 150 jours de séance. La veille, lors d'une séance particulièrement houleuse, les débats se sont même interrompus. En cause, les règles fixées en conférence des présidents sur la suppression des amendements identiques, mais placés sur différents articles du texte. La règle a changé. Que tous les collègues comprennent. La règle n'a pas changé. Ça veut dire que des centaines de nos amendements vont tomber. On détourne complètement les débats avec cette règle d'interprétation. Les oppositions ont multiplié les rappels au règlement. Merci Monsieur le Président, je ne vais pas répéter les arguments Sur du quel Président. fondement vous... Le bon, Monsieur le Président. Oui, vous allez le démontrer avant de l'évoquer. La séance a été suspendue à de nombreuses reprises. La séance est donc suspendue pour 15 minutes. La séance est suspendue pour 5 minutes. Jeudi, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, est revenu sur sa décision. Il convient, nous en sommes tous d'accord, qu'aucun prétexte d'obstruction ne subsiste, ni ne porte atteinte à la dignité des débats dont les présidents de séance sont les garants. J'ai proposé à la conférence des présidents que cette règle ne soit pas appliquée. Pas de quoi accélérer significativement les débats. Il reste plus de 35 000 amendements à étudier. Les députés poursuivent donc laborieusement l'examen de la réforme des retraites, sans savoir s'ils pourront terminer un jour. Aurélien Pradier, on a entendu Richard Ferrand, 150 heures de débat, c'est à peu près 5 mois de discussion ici à l'Assemblée pour terminer ce projet de loi sur les retraites. On va forcément se finir en 49.3, en vote bloqué ici à l'Assemblée ? Bon, on le sait depuis le début. C'est une évidence. Tout ça est une mise en scène qui devient grotesque. Même si le gouvernement n'a fait que le nier jusqu'ici. Oui, mais écoutez, on voit la ficelle grosse comme c'est pas imaginable. Depuis le début, il y a une complicité claire qui s'est installée entre ceux qui tentent l'obstruction, la France insoumise, les communistes, et le gouvernement et la majorité qui n'attendent que ça. Et voyez ce spectacle délirant. J'ai passé des heures en séance, on ne traite pas du fond. Mais vous les renvoyez dos à dos. Vous ne condamnez pas l'obstruction particulièrement de la France insoumise. Si, mais pas
pas seulement, aussi ceux qui, dans ce bal des hypocrites, sont totalement complices de la situation. Tout cela arrange le gouvernement, tout cela arrange la majorité, parce que la vérité, c'est qu'ils jouent les clowns en disant qu'ils veulent le débat. Ils ne veulent pas le débat. Et donc, ils se positionnent en victime, ils se mettent dos au mur, et puis ils attendent patiemment que la machine puisse être bloquée pour activer le 49.3. Ce qui serait dramatique, puisque nous n'aurions pas pu examiner le fond du sujet. Une dernière remarque. Il se trouve qu'en commission spéciale, nous avons eu le même spectacle de pitre, puisqu'en commission spéciale, nous n'avons pas pu aller au bout de l'examen, et que tout le travail qui avait été fait est tombé, nous sommes revenus à zéro. Donc c'est une vaste Mais là, ce débat, il sert à rien, finalement. On n'arrive pas à aller sur le fond. Mais c'est un échec de la méthode. Vous savez, au-delà de cet épisode-là, c'est aussi la démonstration... C'est que la méthode ou c'est aussi le fond de la réforme pour vous, l'échec du gouvernement? Les deux. Mais c'est d'abord l'échec de cette méthode-là. Le gouvernement et Emmanuel Macron, lorsqu'il a été élu président de la République il y a maintenant quelques années, avait théorisé la volonté de rassembler les Français, la volonté de dialoguer avec les uns et les autres. Et vous voyez le niveau de blocage auquel nous en sommes aujourd'hui. Depuis le début, le gouvernement joue les gros bras sur ce texte-là. Depuis le début, ils disent on passera en force, peu importe ce que disent les partenaires sociaux, peu importe ce que pensent les Français et peu importe ce que pensent les parlementaires. Et bien voilà, dans un pays comme le nôtre, lorsqu'on méprise la démocratie, on la reprend en plein visage. Il y a quelque chose de bon quand même dans cette réforme? La démarche de la réforme, probablement. Mais moi, je veux être très précis. Votre message, il n'est pas très très clair, celui de la droite. Vous dites à la fois la méthode n'est pas bonne, peut-être le fond de la réforme n'est pas mauvais. Je vais tâcher de l'éclaircir. Mais la méthode en politique, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire le mépris ou le respect que l'on a des concitoyens. Et la manière dont le gouvernement a amené cette réforme est la démonstration du mépris qu'ils ont de nos concitoyens et des parlementaires. Mais sur le fond, la droite républicaine a toujours été opposée au régime par points. Ce régime par points, et on le voit, il cristallise les débats, c'est un régime injuste, c'est un régime instable. François Fillon n'était pas contre quand il était le candidat de la droite lors de la campagne. François Fillon n'a pas toujours incarné l'histoire de la droite républicaine. Aujourd'hui, la position des Républicains, et nous l'avons exprimé clairement, c'est d'être opposé au régime par points parce qu'il nous paraît dangereux et il nous paraît être une porte entrouverte vers un système égoïste auquel nous n'aspirons pas. Et je le redis, la droite républicaine, quand elle a fondé le système des retraites à l'après-guerre, était hostile au régime par points. Mais au-delà, il y a une vaste hypocrisie sur ce texte-là. Nous sommes favorables à la suppression des régimes spéciaux. Il faut que les Français comprennent qu'Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'il dit, n'a pas l'intention de supprimer les régimes spéciaux. La première suppression des régimes spéciaux n'arrivera pas avant 3 ou 4 quinquennats à venir. Il a refabriqué des nouveaux régimes particuliers pour notamment les techniciens. Oui, mais on va quand même éteindre ces régimes spéciaux. Est-ce que de fait, vous ne pouvez pas ne pas voter cette réforme? C'est ce que la droite républicaine avait fait, mais la question des régimes spéciaux ne résume pas l'ensemble de cette réforme des retraites. Nous sommes opposés au système par points, je le disais tout à l'heure. Et puis là où nous avons un point d'opposition fondamental, c'est sur la mesure d'équilibre budgétaire. Ce que la droite dit, c'est assez simple. Nous pensons qu'il faut travailler davantage et que c'est de cette manière-là qu'on pourra rééquilibrer le système des retraites. Il faut avoir le courage de le dire. Ce que nous avons aussi proposé, c'est un système de pénibilité universelle qui n'existe pas dans le projet de loi du gouvernement, qui permet, lorsque vous avez travaillé 5 ans en situation de pénibilité, de gagner 1 année. Donc notre discours, il est très clair. Ayons le courage de dire qu'il faut travailler davantage, mais ayons aussi le courage de dire que pour les métiers les plus pénibles, y compris nos infirmières et nos aides-soignantes et tant d'autres métiers, nous pourrons partir plus tôt à la retraite. Le gouvernement s'est planqué depuis le début. Il louvoie sur ce texte-là et on arrive à ce résultat-là. Vous vous rendez compte tout de même que nous sommes en train de débattre, de faire semblant de débattre d'un texte pour lequel nous n'avons pas le début du commencement d'une solution de financement. Mais vous, finalement, vous souhaitez le retour de l'âge pivot qui pourrait revenir finalement lors de cette conférence de financement? Pas l'âge pivot, parce que l'âge pivot, c'est le comble de l'hypocrisie dont je parlais. C'est pas si loin du report de l'âge légal de départ à la retraite que vous réclamez. Si c'est éloigné. Parce que ce que nous proposons, c'est une mesure claire. Un report de l'âge légal de départ à la retraite, une possibilité de partir plus tôt lorsque votre métier est pénible, et la garantie du même niveau des pensions. L'âge pivot, ça veut dire quoi? L'âge pivot, ça veut dire la baisse des pensions. Ça veut dire que vous partirez à l'âge que vous souhaiterez avec une décote très importante sur les pensions. La droite, nous pensons et nous considérons que le niveau des pensions est fondamental. Nous préférons une mesure d'âge qui assure le niveau de pension pour tout le monde à une mesure hypocrite comme celle de l'âge pivot ou pipeau, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle souvent. Juste un mot sur encore la bataille qui a lieu dans l'hémicycle. Est-ce que vous jugez qu'au niveau de la communication, c'est la France insoumise qui a su tirer son épingle du jeu? Si la communication se résume à faire du bruit, à faire du brouhaha, oui, ils ont sûrement... C'est important quand même en politique. Parce que vous êtes assez inaudible dans cet hémicycle. La communication, c'est peut-être important. Le brouhaha, ça l'est un peu moins. C'est un rendez-vous de crédibilité pour la droite républicaine. Vous n'arrivez pas tellement à vous faire entendre quand même dans l'hémicycle. Oui, mais c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est d'être crédible.
c'est d'être sérieux. Pourquoi ? Parce qu'à la différence de la France insoumise, nous aspirons à diriger ce pays. Et ce que nous voulons, c'est pas Mais on que les n'entend pas Français... vos arguments dans l'hémicycle. Vous ne pouvez pas, avec cette bataille telle Je qu'elle est pense actuellement. objectivement que depuis plusieurs mois, la droite ne s'est pas égarée sur ce sujet. Que nous avons un discours crédible, peut-être est-ce pour ça qu'il est plus difficile à entendre, mais la responsabilité de la droite républicaine, c'est pas de faire du bruit, c'est pas de jouer la comédie, c'est pas de se résumer à des pitres dans l'hémicycle, c'est d'être sérieux. Et nous avons donc eu une position sérieuse depuis le début de cette réforme. Allez, Aurélien Pradier, on continue à parler des retraites puisqu'on poursuit cette émission avec le financement du projet de loi. Oui, la conférence de financement qui a commencé ses travaux ce mardi, la CGT menace déjà de claquer la porte et propose une contre-conférence. De leur côté, la CFDT et le MEDEF affichent des positions irréconciliables. Elsa Mondingava. En parallèle du débat parlementaire, la conférence de financement. Autour de la table, les partenaires sociaux chargés de faire des propositions pour combler le déficit du système des retraites, estimé à 12 milliards d'euros pour 2027. Mardi, une réunion s'est tenue au ministère de la Santé, mais le ton est monté. La CGT a un temps annoncé claquer la porte avant de poser un ultimatum au gouvernement. La balle est dans le camp du gouvernement. Le gouvernement doit faire des choix. Soit il donne raison au MEDEF, soit il écoute les syndicats. Le MEDEF insiste en effet sur la nécessité d'une mesure d'âge, quand d'autres syndicats proposent eux une hausse des cotisations. Un dialogue de sourds, alors que le gouvernement menace de reprendre la main si les syndicats ne s'entendent pas sur une feuille de route commune. Un prochain rendez-vous est prévu début mars et les conclusions attendues pour fin avril, théoriquement après la première lecture de la réforme des retraites à l'Assemblée, un calendrier que dénoncent les oppositions. Aurélien Pradier, la CGT sur le point de claquer la porte. On voit que Force ouvrière et la CFDT et le MEDEF n'arrivent pas à se mettre d'accord et semblent avoir des positions qui s'éloignent de plus en plus. Est-ce qu'on peut parvenir à un accord lors de cette conférence de financement ? Pas comme ça. D'abord, le vrai problème, c'est quelle mission on donne à la conférence de financement. Et c'est là le vrai poison de cette méthode-là. La vérité, c'est que le gouvernement, pour se sortir de la nasse, a tenté cette réforme avec une conférence de financement dans la précipitation. C'est Laurent Berger qui l'avait proposé. Oui, bien sûr. Pour tenter de sortir de la situation, alors que le gouvernement n'en voulait pas, ils ont proposé à cette conférence de décider d'actes majeurs qui devraient être décidés au Parlement, qui est le mode de financement du système. Et puis les partenaires sociaux ne sont pas d'accord. Au fond, on va sortir quoi de cette conférence de financement si on en sort quelque chose? On va sortir deux mesures possibles. La baisse du niveau des pensions, puisque c'est la solution pour financer le système, ou alors la hausse des cotisations. Ça, c'est exclu par le gouvernement. Ce sont deux points, deux lignes rouges du gouvernement. Mais si le gouvernement réunit les partenaires sociaux en excluant de la possibilité de négocier ce que les partenaires sociaux ont en tête, vous voyez bien, en fait, la vérité de tout ça, c'est que c'est voué à l'échec depuis le début. En tout cas, ça montre une chose, c'est que ça servait à rien d'attendre la fin des conclusions de la conférence de financement pour faire le débat parlementaire, puisque vous le dites vous-même, la conférence de financement, elle est vouée à l'échec. C'est mal barré, a dit le président de la commission des affaires sociales au Sénat, Alain Milon. Oui, si, ça servait à quelque chose, à amuser la galerie, à gagner un peu de temps, à distraire les uns et les autres, à essayer d'éteindre la mobilisation sociale. C'est juste ça, c'est de la pure tactique. Et moi, je trouve que la ficelle est tellement grosse que je trouve ça absolument fou que les partenaires sociaux soient tombés dans le panneau. Et la situation à laquelle nous sommes là, nous l'attendions depuis le début. Je le redis, tout ça, c'est un bal des hypocrites. Et je le dis à la CGT. La CGT joue les idiots utiles du gouvernement. Emmanuel Macron adore avoir les énervés de la CGT. Ça veut dire que le gouvernement aurait dû faire sans les partenaires sociaux ? Non, mais il aurait dû faire ce que l'on fait quand on réforme un système des retraites de manière aussi importante. Discuter d'abord avec les parlementaires, prendre le temps de la discussion, accepter de ne pas imposer aux Français ce qu'ils ne souhaitent pas, avoir le temps du dialogue. 2 ans et demi de concertation vont-ils vous faire valoir ce qu'a fait Jean-Paul Delevoye, et on le voit, la situation n'est pas du tout réglée pour autant. Oui, mais enfin, écoutez, moi je ne sais pas ce que Jean-Paul Delevoye a fait pendant 2 ans et demi. Nous, à l'Assemblée nationale, on n'a pas beaucoup entendu sur ce sujet. Les premières simulations, nous les avons eues avec la fameuse étude d'impact qui d'ailleurs largement pipé, nous l'avons eu quelques jours avant le début des débats parlementaires. Durant ces 2 années, ils n'ont pas concerté, je le redis, ils ont amusé la galerie. Ils ont fait mousser les uns et les autres, ils ont rencontré pour le plaisir de rencontrer, sans aucune volonté d'avancer. Puis je fais une remarque sur la gouvernance de la réforme, sur le pilotage de la réforme. On a quand même un petit sujet. Vous le disiez, Jean-Paul Delevoye était aux manettes au début de la réforme. Il a été sorti précipitamment du gouvernement. C'est Agnès Buzyn qui, en ministre de tutelle, devait piloter le dispositif.
dispositif. Elle a été sortie précipitamment pour aller à la bataille partisane de Paris. Et aujourd'hui, on a un ministre, M. Véran, qui n'a pas siégé encore une seule fois au banc. Il y a un vrai problème de pilotage politique. On va vous dire, c'est Laurent Pietraszewski qui a repris le dossier et Olivier Véran... il semble faire l'affaire. Ses premières prises de parole jusqu'ici en tant que ministre ont été à la hauteur. Oui, il n'a pas dit trop de conneries depuis le début de sa prise de fonction. C'est ce que vous voulez dire. Il en a dit quelques-unes néanmoins, mais c'est pas comme ça que je juge les choses. Et j'ai beaucoup de respect pour le secrétaire d'État qui s'occupe de ce sujet. Je dis juste que les secrétaires d'État, ils ont un ministre de tutelle, et c'est pas irrespectueux de le dire. C'est la vérité d'organisation du gouvernement, et que depuis le départ, on devrait avoir un ministre de tutelle, un poids politique qui donne un sens politique à une réforme des retraites. Sens politique avec une majuscule. Et ils fonctionnent comme des contrôleurs de gestion. Vous savez, depuis le début, on nous avait promis un gouvernement de performeurs, un gouvernement de spécialistes. Et on a un gouvernement de bricoleurs. D'amateurs. Un terme assumé par Emmanuel Macron, d'ailleurs. Oui, mais il a raison. Quand on a un gros défaut, il vaut mieux l'assumer. Il peut assumer d'être amateur si ça lui fait plaisir. Non, je pense que ce sont des bricoleurs, véritablement des bricoleurs. Et ceux qui ne sont pas bricoleurs sont cyniques. Il y a un problème de constat de départ quand même sur cette conférence de financement et sur le financement de la réforme. Et d'ailleurs, Laurent Berger dit que c'est pas la priorité. Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il faut absolument trouver ces 12 milliards d'ici 2027 ou pas? Et maintenant, on nous sort un document en disant que le déficit cumulé entre 2018 et 2030 pourrait atteindre 113 milliards d'euros. C'est à n'y rien comprendre finalement. Oui, et c'est d'ailleurs le fond du sujet, sur la question du financement même du dispositif. La vérité, si on le regarde objectivement, c'est que dans les quelques années qui viennent, on n'a pas de sujet urgent de financement du système des retraites. Qu'en revanche, sur plusieurs décennies, compte tenu notamment de notre démographie, le système doit évoluer. Ça, c'est quelque chose que l'on peut dire de manière sérieuse. Ce qui veut donc dire que l'on aurait pu profiter des quelques années que nous avons devant nous pour approfondir cette réforme-là, pour ensuite passer à un nouveau système. Mais vous savez, si on va politiquement au fond des choses, Emmanuel Macron a fait de cette réforme-là un totem. Pourquoi? Parce que depuis le début, il perçoit bien que les Français ont un doute sur ses capacités de réformateur. Depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron fait le crocodile, il a une grande bouche et puis des petits bras, il parle beaucoup, il revendique de grandes réformes, et les Français progressivement se rendent compte que tout ça, c'est une vaste comédie. Et donc il a préempté la question des réformes des retraites pour essayer de se sauver politiquement. Et c'est là en fait tout le drame, c'est qu'on ne se sauve pas politiquement avec une réforme des retraites. On porte une réforme des retraites pour sauver le système, pour répondre aux attentes des Français, pas pour se sauver politiquement. Elle arrive trop tard dans le quinquennat ? Oui, elle arrive trop tard ou trop tôt, j'en sais rien. En tous les cas, la méthode n'est pas la bonne. Emmanuel Macron, en réformant la retraite, ne cherche qu'à se sauver politiquement alors qu'il devrait vouloir servir l'intérêt général. Allez, dernier thème dans cette émission, la mise à l'arrêt de la centrale de Fessenheim. Arrêt du premier réacteur ce week-end, fermeture définitive au mois de juin pour la plus vieille centrale nucléaire française. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, était auditionnée au Sénat cette semaine. Elle a réaffirmé ses objectifs et dénoncé le développement anarchique des éoliennes. Audrey Vuettaz. Un premier acte. Les prochaines fermetures devraient intervenir en 2025. Car d'ici 2035, 14 des 58 réacteurs du parc français actuel doivent cesser de fonctionner. Si les objectifs sont tenus, le nucléaire ne représentera plus que 50% de la part des énergies produites dans le pays. Oui, mais voilà, il faut développer drastiquement celles dites renouvelables. Et sur ce sujet, les sénateurs avaient beaucoup de questions. Dans les 3 heures qui viennent, je vais m'efforcer de répondre à vos questions. Sur l'éolien notamment. Des parcs éoliens, c'est bien. Des forêts d'éoliennes, c'est pas bon du tout dans le paysage. En réponse, Elisabeth Borne a critiqué sévèrement le développement anarchique des installations. Une première pour une ministre de l'écologie, d'autant que le gouvernement a jusqu'ici beaucoup défendu la filière éolienne. Il y a vraiment à la fois des implantations de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques. Je ne comprends même pas comment on a pu arriver à ces situations. On a des territoires dans lesquels on a une dispersion de petits parcs de taille, de forme variable qui donnent une saturation visuelle. On est en train de travailler avec les élus concernés pour changer les règles, pour s'assurer qu'on arrive à définir des zones propices et d'autres qui ne le sont pas. Plus d'harmonie donc, car il n'est pas question de diminuer la place des éoliennes, au contraire. Le parc devrait passer de 8 000 à 14 500 mâts en France d'ici 2028. Aurélien Pradier, on va parler des éoliennes, mais d'abord, est-ce que vous êtes, vous, favorable à la fermeture de la centrale de Fessenheim? Non.
Parce que là encore, c'est un totem politique. Fessenheim, il faut rappeler ce dont nous parlons. C'est 40 années de production, c'est une de nos centrales les plus sécurisées. Les rapports d'inspection sont très clairs de ce point de vue. C'est un fleuron industriel. C'est aussi la plus vieille centrale française. Oui, mais c'est la plus sécurisée, sur laquelle il y a eu beaucoup de nouveaux investissements. L'Institut de radioprotection de sécurité nucléaire a quand même mis en garde sur des défauts. Non, sur le niveau de sécurité global de la centrale, on a véritablement pas de sujet, je le dis très, très sereinement. Au-delà, c'est un fleuron industriel. C'est une fierté, le nucléaire civil dans notre pays. L'année dernière, Fessenheim, c'est 12 milliards de kilowattheures produits et un vrai savoir-faire industriel. Et au fond, cette fermeture-là, elle n'est d'ailleurs que très peu assumée par Emmanuel Macron. Il faut se souvenir d'où vient l'engagement de la fermeture. Il vient d'un accord politique électoral entre François Hollande et les écologistes en 2012, et Emmanuel Macron n'a fait que proroger cet accord politicien. Oh, il aurait pu revenir dessus aussi. Il aurait pu revenir dessus, en effet, mais il n'a pas eu le courage de le faire. Mais au fond, moi, ce que je dis simplement, c'est que d'abord c'est un drame pour le territoire. Il faut comprendre l'impact très fort que cela va avoir pour l'Alsace, et on ne peut pas négliger l'impact pour le territoire alsacien. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est révélateur du fait que notre pays a abandonné ce qui faisait son fleuron industriel. Et le nucléaire civil est un fleuron industriel. On ne croit plus en la capacité de production de notre pays. Quand on voit par exemple le problème que pose l'enfouissement des déchets nucléaires, est-ce que l'on peut laisser cet héritage-là aux générations futures? Et on peut aussi faire de la recherche. Quand on lance le grand programme Mesmer en 1974 sur le nucléaire, la France croit en sa capacité à régler ces problèmes-là, à en développer du nucléaire dont on sait aujourd'hui qu'il a un très faible impact sur le CO2 notamment, et à chercher des solutions. On peut toujours innover. Le programme Astrid, qui est un programme de recherche sur le nucléaire civil, a été abandonné par la France. On a baissé les armes, on considère aujourd'hui qu'on ne peut pas mieux faire. La question du traitement des déchets radioactifs est un vrai sujet. Il faut que notre nation, notre pays, y compris avec les partenaires européens, soit capable de réfléchir à ce sujet-là, de trouver des nouvelles propositions de recherche et d'innovation. Sauf qu'il y a la COP21 qui a fixé un certain nombre d'objectifs, dont celui de réduire à 50% la part de nucléaire dans la production d'électricité d'ici 2035. Est-ce que vous partagez cet objectif avec le gouvernement aujourd'hui ? Il faut que nous soyons très précis sur ce sujet. La fermeture du réacteur de Fessenheim va avoir quelles conséquences immédiates? De renforcer la production d'une de nos centrales à charbon. C'est la vérité, puisqu'on consomme toujours autant d'électricité. Et donc, lorsqu'on ferme un dispositif de nucléaire civil, alors on fait produire plus par une centrale à charbon. Temporairement, puisque les 4 centrales à charbon vont fermer sous cette législature. Oui, mais sauf qu'on sait parfaitement que sous cette législature, on ne pourra pas fermer les centrales nucléaires et fermer les centrales à charbon. On n'a pas d'outils de Mais le relais peut être aussi pris par les énergies renouvelables. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, un mot sur le fait que la ministre a dénoncé le développement anarchique des éoliennes. Elle a raison. Elle a raison, nous avons des territoires qui aujourd'hui ont été massacrés par les dispositifs éoliens. Ce que je sais simplement, c'est que c'est un bobard de dire à nos concitoyens aujourd'hui qu'on va pouvoir fermer le nucléaire, fermer les centrales à charbon et les remplacer par des éoliennes, alors même qu'on sait que le développement anarchique des éoliennes sur notre territoire pose un problème. Vous demandez un moratoire justement sur l'installation des éoliennes? Je pense que nous avons un vrai sujet sur leur niveau de développement. La ministre a raison de dire qu'il y a des situations dans lesquelles c'est tout à fait invraisemblable. On a planté des éoliennes à quelques centaines de mètres de monuments historiques. Il faut aussi, pardon de le dire, que les préfectures fassent leur boulot en contrôlant les choses. Il faut sûrement que le lobby, qui est plus important pour les éoliennes, parfois même que pour le nucléaire, baisse d'un ton et laisse les parlementaires faire leur boulot comme ils doivent le faire. Bref, il faut juste que nous nous reposions sur ce sujet. Moi, je ne suis pas un ayatollah du nucléaire. Donc vous dites c'est bien que le renouvelable quand même prenne le relais, oui, qu'il y ait du photovoltaïque, qu'il y ait de l'éolien. Sur le solaire notamment, évidemment, mais on ne peut pas faire n'importe quoi au prétexte de vouloir passer d'une énergie à une autre. Et je le redis, je ne suis pas un ayatollah du nucléaire, je dis juste que nous devrions pouvoir investir plus de recherche pour faire mieux en matière nucléaire et ne pas abandonner cette force de production nationale. Aurélien Pradier, vous avez commencé à en parler, l'impact sur le tissu économique local de la fermeture totale de Fessenheim. Ce sujet a fait réagir le député Les Républicains Raphaël Schellenberger, également président de la mission d'information sur la fermeture de cette centrale. On l'écoute. Aujourd'hui, l'inquiétude, elle porte sur deux sujets, l'avenir du territoire, sa situation économique, sa situation sociale, parce qu'aujourd'hui, rien, absolument rien n'est fait ou soutenu par le gouvernement pour anticiper cette situation. Et puis, d'autre part, une question grandissante, celle de l'approvisionnement et de la sécurité d'approvisionnement électrique, de façon plus large, à l'échelle de la plaque du Rhin supérieur en Europe, parce que des rapports sont en train de sortir du côté allemand sur des risques
à partir de 2023 sur la qualité de l'approvisionnement. Et puis en France, on fait la sourde oreille. Alors on entend les oppositions de votre collègue. L'État lui dit qu'il a correctement mené la transition économique. Il y a notamment un projet qui s'appelle EcoRENA qui doit prendre la suite. Est-ce que c'est à la hauteur? Non, tout ça a été fait dans la plus grande des précipitations. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que nous ne croyons plus en l'avenir de notre pays. Nous ne croyons plus en la force de la France, y compris la force industrielle de la France. Et l'État aujourd'hui accompagne l'affaiblissement de la force industrielle de notre nation. Moi, je suis un député des Républicains, mon collègue Raphaël Schellenberger l'est aussi. Nous croyons en l'avenir de la France, en sa capacité de produire et de s'affirmer dans le pays. Et cet épisode de Fessenheim est assez révélateur du fait qu'on soit passé de la croyance en l'avenir de notre nation à l'inquiétude permanente. Moi, je veux lutter contre l'inquiétude. Et ce sont 2000 emplois qui seraient menacés sur ce site. Merci Aurélien Pradié d'avoir été avec nous cette semaine. Merci Tam. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo. Et nous recevrons Philippe Bas, le sénateur. Merci à vous tous de nous avoir suivis.